Maintenant, on va passer sur la présentation d'anciens diplômés du CESI qui vont venir à leur tour présenter leur parcours, leurs entreprises. Je vais laisser Nicolas les introduire puisqu'il les connaît que trop bien. Nicolas. Merci Alex. Oui, je les connais bien pour les avoir torturés pendant des années, hein, donc ils se souviennent de moi. Mais ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'accueillir des promos hein, qui ont marqué l'école et cette formation, hein, avec Lucas sur les FIPA 20, avec Maxime sur les FIPA 21, avec Enora sur les FIPA 23. Alors la FIPA 22, ben, c'est la fameuse année Covid où le CRI n'a pas eu lieu. Et puis on a l'équipe Romain et Noé pour la FIPA 24. Voilà, donc cet après-midi, bah, c'est vos anciens, vos pairs qui vont vous donner leur avis. Voilà, alors ils sont, non seulement ils ont un avis critique, ils aiment beaucoup cet événement, et d'ailleurs on a toujours plaisir à les accueillir chaque année, mais ils ont en plus des projets qui ont aujourd'hui, qui pèsent, qui sont solides, qui se développent, et c'est toujours un plaisir de leur donner l'opportunité de vous parler, et puis de vous parler aussi simplement et sérieusement de l'entreprise et de la création d'entreprise. Souvent on en parle, que ce soit avec Lucas ou que ce soit avec Maxime. C'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est quelque chose de complexe. Passer le cap, prendre des salariés, prendre des bâtiments, prendre des locaux, lever des fonds, croire en son projet, c'est pas toujours la solution la plus simple. Voilà, alors j'ai toujours plaisir à les accueillir et pour qu'ils vous parlent sincèrement de ce qu'ils vivent. Voilà, avec des projets qui sont encore en incubation comme Enora, et puis des projets qui aujourd'hui sont solides et existent sur le territoire, et notamment en Occitanie et surtout le territoire concernant Maxime. Voilà, des projets qui existent. Alors, on va commencer par Lucas, voilà, qui vient avec sa fameuse promo FIPA 20, avec les Césiales, on pourrait en parler pendant des heures. Dont on se souvient. Voilà, hein, donc Lucas, bah, comme chaque année, tu es là. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ton projet, et puis on a aussi, nous, on va accueillir de tes équipements dans notre école, donc ça va être quand même sympa, hein, on va fêter cet événement, on va essayer de te faire une petite surprise aussi. Voilà, tu es là, tu veux parler à nos jeunes graines d'entrepreneurs, et qu'est-ce que tu as envie de leur dire, et puis parle-nous un peu de ce que tu vis, quoi, au quotidien, ça c'est important. Merci Nicolas, hein, c'est toujours un plaisir de revenir ici pour le CESI, le CRI, là où tout a commencé. Je vais refaire le parcours de l'Unifarm. Donc avec Valentin, donc FIPA 18, FIPA 20 en 2018. Notre première expérience entrepreneuriale, ça a commencé pendant le CRI. Bon, on a vite changé de sujet, de projet, c'était un projet étudiant plus pour s'amuser, pour mettre le pied à l'étrier. C'était un automne bar, un bar automatique. Donc ça nous a quand même, ça permet, qu'importe le projet, ça permet de se poser les vraies questions, de sortir un petit peu de la technique. Bon, on avait plus envie d'un projet qui portait des valeurs sociales, environnementales, que l'automne bar ne portait peu. Donc c'est la découverte, nous, de l'aquaponie. C'est l'association de l'hydroponie, la culture de plantes hors sol dans de l'eau, et l'aquaculture, l'élevage de poissons pour la consommation. Donc la partie hydroponique sert de filtration aux poissons, en fait, et ça permet une bioépuration, ça permet d'économiser énormément d'eau. Dans la découverte de ce mode de culture, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose, le mettre en application, donc sur un aquarium, parce que c'est plus compact, ça demande plus de technique et moins d'agronomie, qui est moins notre domaine de compétences. Et donc en 2018, on a commencé la R&D, on s'est mis en colocation pour avoir... on a refusé d'abord nos CDI qui étaient proposés par notre entreprise. On s'est mis en colocation pour avoir de la place, pour monter une ferme, transformer le garage en ferme hydroponique. Il n'y a pas les photos, les voisins se posaient un peu des questions quand même. Ça a demandé presque 2 ans et demi de R&D. On pensait, donc comme les schémas que j'ai vus, en 3 mois on avait la R&D, puis après en 2 mois on avait nos circuits de distribution, mais c'était bon, on commercialisait 1 an après. On met à peine en place la production, c'était donc en 2018, ça fait quelques années. Donc c'est beaucoup plus lent que ce qu'on peut imaginer, qu'importe les plans, ça se passe jamais comme prévu. Donc après on est rentré en incubateur en 2019, où on est resté 2 ans.
Donc on est un peu tombé pendant le Covid également, donc difficile à aller chercher des aides, à aller faire des études de marché en jardinerie ou autre. Et donc depuis l'année dernière, on est en pépinière de l'Oncopole, donc Pierre Potier, pépinière biotechnologie, où on a des locaux pour pouvoir accueillir des employés et faire de la production également, qui démarre tout juste. Donc pour revenir à l'aquarium potager, donc déjà son principe, donc un aquarium, je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà eu un, mais le problème c'est l'entretien et le gaspillage d'eau que nécessite un aquarium. C'est à peu près un tiers de l'eau qu'il faut renouveler toutes les 2 semaines, tous les mois, ça dépend, il n'y a pas vraiment de règles. C'est juste le poisson qui va en pâtir de la pollution de l'eau qui est dedans. Et dans la seule solution pour retirer cette pollution de l'eau, due aux déjections, au reste de nourriture, au reste de feuilles, c'est de jeter cette eau, une partie de l'eau. Donc le principe, voilà, inspiré de l'aquaponie, c'est utiliser des plantes pour absorber cette pollution. Donc la pollution, c'est de l'ammoniac. L'ammoniac, on le transforme en nitrite puis en nitrate. Nitrate, c'est un engrais pour les plantes. Et donc les plantes, en hydroponie, vont venir pousser, absorber cette pollution. Donc on pensait que c'était quelque chose qui existait, qu'il fallait juste copier les fermes industrielles grande échelle, le miniaturiser. Bon, sauf que c'est beaucoup plus complexe au final en miniaturisant. On peut ni s'inspirer de l'hydroponie, ni des fermes aquaponiques. Donc on a dû développer notre propre mode de culture et techno. Donc c'est régi par une intelligence, de l'électronique. Il y a de la lumière pour les plantes qui respecte donc un spectre lumineux qui va apporter... Parce qu'une plante, si elle n'a pas, bon, je dis n'importe quoi, si elle n'a pas de fer, elle va aller puiser ailleurs si le spectre lumineux le permet. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre. C'est pour ça qu'on appelle ça un écosystème, parce que c'est vraiment un équilibre qui est créé. Et donc voilà, aujourd'hui la techno est développée, on est en train de déposer un brevet dessus. Donc ça c'était à partir de 2021-2022, la techno était finalisée. Il a fallu ensuite transformer l'innovation en quelque chose d'industrialisable. Et là ça demande encore plus de travail que juste faire de la R&D au final. Donc respecter, et c'est là où nous avec Valentin, donc on était dans l'aéro, dans une boîte, un bureau d'études en aéro. Donc l'industrie, c'était pas du tout notre domaine. C'est vraiment très très complexe. Au final, personne n'a toutes les compétences. Il faut vraiment s'adapter au produit. Voilà, c'est ça qui est important à savoir quand on fabrique un produit. Au final, le plus compliqué, c'est pas la techno qui est derrière, parce que ça, on est formé pour ici. C'est vraiment tout l'aspect normatif, respect de l'industrie. Après, ensuite, au-delà de la technique, ça va être les parties RH, financement. Là, par exemple, on a mis à peu près 1 an et demi à se financer. Donc, au-delà de notre prévisionnel de 3 semaines d'aller démarcher les banques qui étaient prévues au début. Donc voilà, l'entrepreneuriat, ça touche vraiment énormément. Le plus simple, c'est la technique, qu'importe le projet, que ce soit du SaaS, parce qu'on est formé pour, on en a fait en alternance. Par contre, pour faire de la RH ou de la compta, ça on en voit un petit peu, mais pas assez. Pas assez pour monter une entreprise. Donc il faut apprendre sur le tas, il faut se débrouiller, il faut prendre des initiatives sur des trucs où on est un peu perdu. Donc c'est de la pression, il faut aller chercher, s'ouvrir, aller chercher les compétences où elles sont. Ça reste passionnant, mais c'est très prenant. Ce que j'oublie, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc le produit sera disponible d'ici quelques mois. En septembre, le site internet, les ventes seront ouvertes sur notre site internet. Et dès l'année prochaine, il sera disponible en grande surface de jardinerie. Truffaut, Jardiland, etc. Bravo. Bravo Pierre. Voilà. Si je ne me trompe pas, quand même, les pompes de l'automne-bar se sont retrouvées dans Nénuphar. Donc vous avez gardé un petit peu du CRI au cœur de votre prototype et ça vous portera chance, j'en suis sûr. Bravo et félicitations pour ce magnifique projet. Voilà, nous on croise les doigts pour toi. Et tu as dit des choses vraiment qui parlent. Hein. La technique c'est une chose et puis il y a tout le reste, quoi. Moi ce que j'admire c'est pour vous tous cette prise de risque. C'est vrai que quand on est jeune ingénieur apprenti, on peut rester dans son entreprise. Aujourd'hui le marché de l'emploi il est plutôt excellent. Prendre ce risque-là et y croire, c'est quand même courageux, quoi. Bravo pour ça. Et on croit en vous et on va appeler un autre magnifique projet
Et vous allez voir que ce projet-là aussi est passé par un certain nombre d'étapes. Voilà, Maxime Lagresse qui est FIFA 21. Maxime, heureux de t'accueillir à nouveau. Alors, merci. Quelque part, il était aussi avec vous sur le job dating, puisqu'il y avait une entreprise qui a proposé de belles opportunités de carrière. C'est Maxime qui nous a fait profiter de ce contact. Oui. Voilà, donc tu es acteur dans notre école, tu es toujours dans le périmètre, on peut toujours compter sur toi. Et pourtant, Dieu sait tout le travail que tu as à faire, mais tu as toujours ton école dans ton cerveau et je peux t'appeler quasiment dans toutes circonstances. Je sais que tu réponds présent, quoi. Voilà, tu nous présentes Henri Tripp. Allez, on y va. Avant de commencer par Henri Tripp, mais merci déjà Nicolas. Pour revenir sur l'après-saisie, ce que j'ai fait et pourquoi j'ai monté ma boîte. Donc quand j'ai été diplômé en septembre 2019, je suis parti à l'IoT Valley qui est juste à côté. J'ai monté une première boîte. C'était un service qui permettait de collecter des documents pour des courtiers, banques, assurances, etc. Des espaces sécurisés. Cette boîte-là, un an après, je l'ai fermée et vendue à une société de courtage. Et j'ai continué avec mon meilleur ami sur un autre projet complètement différent dans le tourisme qui s'appelle Henri Tripp. Je suis toujours dans cette société. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, on monte une boîte, la technique c'est ultra simple finalement parce qu'en plus, moi la facilité c'est que c'est un service en ligne, je vais vous présenter, mais un service on peut le faire évoluer, toi tu fais un produit, tu peux aussi le faire évoluer même si c'est plus complexe, mais derrière tout ce qu'on gère en chef d'entreprise, c'est toute la partie RH, et tout ce qui est économique, c'est très très complexe et on ne le voit pas forcément non plus à l'école. On le voit un petit peu en entreprise, ça dépend aussi dans les boîtes dans lesquelles vous avez été en apprentissage. Que ce soit une PME, c'est peut-être plus simple de discuter avec le patron et de voir un peu comment ça se passe la gestion. Alors que quand on est dans une grande boîte, ben on est sur un projet, il y a une échelle en fait entre le dirigeant et puis les projets qui sont gérés par les équipes. Donc voilà. Du coup, après l'IoT Valley, Henri Tripp, c'est une plateforme, en fait, on accompagne les professionnels du tourisme dans la digitalisation. En gros, les sites touristiques type musée, château, beaucoup de nos tourismes, les parcs, jardins, etc., les centres d'exposition, s'ils veulent proposer aux visiteurs une application de visite, donc pas forcément que des audioguides, mais aussi donc, du contenu interactif, des jeux pour les enfants, des cartes, de la réalité augmentée, de la VR, etc., ben, ils sont obligés de passer par des sociétés de services qui vont leur développer des applications. Or, il faut savoir que ça coûte extrêmement cher de développer une app, ainsi que sur la maintenance, mise à jour, etc. Nous, en gros, on a industrialisé tout ce process de création d'app pour les musées, les châteaux, etc., tous les sites touristiques. Donc pour un petit abonnement, et après on prend des commissions sur chaque visite qui sont faites en audio guidé, on prend des commissions, etc. Et ça permet même aux plus petits châteaux de commencer à passer le pas de la digitalisation. Et il faut savoir que le tourisme en France, c'est un des secteurs les moins digitalisés. Et pourtant, c'est ce qui porte un petit peu aussi notre économie. C'est une belle partie du PIB français, le tourisme. Et donc voilà, on accompagne les pros du tourisme dans la digitalisation. Et on a sur la plateforme aussi développé un outil de travel planning. C'est-à-dire que vous pouvez créer des circuits touristiques en fonction de vos goûts. On développe aussi une intelligence artificielle par-dessus ça. Vous avez tous entendu parler de ChatGPT, tous ces trucs-là en ce moment. On se greffe à ces solutions pour pouvoir créer des circuits qui correspondent à vos goûts. Donc, si vous voulez partir, j'en sais rien, au Maroc pendant 5 jours avec votre copine ou avec des enfants, ou voilà, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Ben, finalement, en prenant tous ces critères-là, on peut créer un voyage qui vous correspond comme pourrait le faire une agence de voyage finalement. Sauf que là, ben, en fait c'est gratuit, la plateforme elle est gratuite. Donc nous on se rémunère uniquement sur la partie professionnelle, on les met en avant sur la plateforme, on les rajoute dans ces circuits-là, et voilà pour Henri Tripp. Donc je vous invite à aller voir si vous voulez sur la plateforme. On a créé donc des circuits qui sont gratuits, qu'on a appelés des trips. Et par contre on commence à aussi proposer des excursions, des expériences qui sont beaucoup plus qualitatives qu'un simple trip dans une ville. Et ça par contre on les fait payer, on commence à faire payer. En fait ces carnets de voyage, ces conseils qui sont créés à partir de collaborations d'ambassadeurs qui sont sur place, qui sont dans les pays ou qui y sont déjà allés.
comme le ferait l'agence de voyage par exemple. Finalement. Donc vous pouvez aller voir sur le site. Si on descend un petit peu à la régie, je suis pas sûr qu'ils soient derrière l'écran, mais si vous descendez sur la première page là, on doit pouvoir retrouver les excursions que l'on vend. Donc on explique un petit peu ce que c'est la plateforme. Et donc voilà, on a des expériences, donc on peut aller au Maroc pendant 8 jours, on peut aller à Venise, on a fait du Porto, on est en train d'en faire un peu partout dans le monde. Et donc dans ces carnets de voyage, vous pouvez aller voir, il y a tout un tas d'informations pratiques pour ne plus avoir à organiser et perdre du temps dans l'organisation de vos voyages. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Henri Trip, on croise les doigts. On est certain de l'évolution de ce magnifique projet. Voilà. Merci.